Après nous être penchés sur ce qu'il y a au-dessus de l'iceberg, la rhétorique antique, la rhétorique d'Aristote, nous allons poser le pied sur la surface de l'iceberg. Parler de rhétorique antique, c'était important pour notre culture générale, pour prendre de la hauteur par rapport à notre pratique contemporaine du discours, mais la rhétorique classique, avec ses orateurs, ses grandes assemblées, ses longs discours bien structurés, est finalement assez loin de notre réalité. Il est donc temps d'aborder la rhétorique dans sa version plus actuelle, dont l'impact sur nous est plus direct, plus concret. Ne cherchez pas à régler votre téléviseur, c'est moi qui ai mis cette pub. Et ce n'est pas n'importe quelle pub. Cette pub a été classée parmi les plus efficaces au monde au cours de l'année 2021 par un cabinet qui s'appelle Kantar. Et pour établir ce classement, il se base notamment sur les décisions d'achat et sur la disposition des clients à payer plus cher la marque dont ils ont vu le spot que le produit concurrent. Alors je sais qu'on est assez loin d'Aristote là, mais oui, évidemment c'est toujours utile de se former grâce aux outils de la rhétorique classique pour améliorer son style, pour organiser ses idées, mais je veux que vous preniez bien la mesure de la révolution qui s'est amorcée au cours de ces dernières années. La rhétorique est tout bonnement sortie de la préhistoire. En effet, sur quoi se base Aristote pour nous dire qu'une technique est efficace ? Essentiellement sur son sentiment. J'aime bien cette technique, cette formule sonne bien, ou alors sur son expérience. Tel orateur a su galvaniser la foule grâce à tel discours, tel orateur a gagné son procès avec telle plaidoirie. Ce n'est pas une mauvaise démarche et on apprend beaucoup de choses en se nourrissant d'exemples, mais on reste dans le domaine du ressenti et de l'intuition. Et la rhétorique a donc changé d'univers au cours du XXe siècle grâce à une évolution scientifique, d'une part, avec l'apparition de la psychologie expérimentale, et d'autre part, grâce au développement des réseaux sociaux au début du XXIe siècle. Oui, parce qu'avec les réseaux sociaux, l'efficacité de nos discours, nos réactions, nos interactions peuvent être objectivement mesurées grâce à des batteries d'indicateurs. Et croyez bien que ça n'a pas échappé aux publicitaires, aux spécialistes du marketing et aux cabinets de conseil en communication. Nous avons donc aujourd'hui une idée bien plus précise de ce qui persuade les gens que du temps d'Aristote. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de ces mécanismes échappent à notre conscience. Ils se situent à un niveau plus profond, et ils peuvent donc flirter avec la manipulation. Il est donc temps de nous enfoncer un peu plus en profondeur dans l'iceberg de la rhétorique. Pour commencer, je vous propose que l'on définisse 3 concepts: convaincre, persuader, manipuler. Ce sera un rappel pour beaucoup, mais ce n'est pas inutile. Convaincre est un travail sur l'opinion. On va donner à notre interlocuteur des données, des faits, des exemples, des arguments, dans le but d'augmenter ou de diminuer son degré d'adhésion à une position. Persuader est un travail sur la disposition à agir. L'objectif est de déclencher une action, un vote, un achat, un changement de comportement. Il s'agit bien de niveaux différents, car on peut très bien être convaincu de quelque chose sans accorder notre comportement en conséquence. Par exemple, je ne pense pas qu'il existe encore beaucoup de fumeurs aujourd'hui qui ne soient pas convaincus que le tabac est mauvais pour eux. On peut être donc convaincu d'une chose sans traduire cette conviction en acte. Réciproquement, on peut très bien être persuadé de quelque chose sans avoir été convaincu. Vous pouvez par exemple vous retrouver à donner de l'argent à une ONG après avoir été alpagué par un démarcheur dans la rue. Vous ne vouliez pas être arrêté, mais il a commencé à présenter sa cause, juste et dramatique, et vous étiez trop poli pour le couper. Et maintenant que vous avez conscience de la situation, si vous êtes quelqu'un de bien, vous ne pouvez pas reprendre votre marche comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, que sont quelques euros en comparaison des vies que vous pourriez sauver ? Entre nous, vous ne vivez pas si mal quand on pense à la misère qui se masse à nos portes. Et voilà, vous avez fini par donner pour la bonne cause, mais vous éprouvez de l'inconfort, peut-être du remords. Vous n'avez pas véritablement agi par vous-même, on vous a forcé la main. Vous auriez préféré ne pas donner d'argent. Vous avez été persuadé sans être convaincu, car votre interlocuteur a hacké votre processus de décision. Mais ne concluez pas pour autant que la conviction c'est bien et que la persuasion c'est mal. Si vous voulez faire du bon travail, vous devrez savoir faire les deux. Si vous convainquez sans persuader, vous n'aurez pas d'impact. Si vous persuadez sans convaincre, vous serez un manipulateur et votre impact sera de courte durée. Nous nous arrêterons un peu plus en détail sur la différence entre la bonne persuasion, la bonne influence et la persuasion manipulatrice à la fin de cette vidéo.
Pour l'heure, je vous propose qu'on analyse en détail 6 leviers de la persuasion. Ces leviers ont été détaillés par Robert Cialdini dans son ouvrage Persuasion et manipulation. Si vous êtes dans le domaine de la vente ou du marketing, vous connaissez cet ouvrage. Sinon, même si vous n'en avez jamais entendu parler, certaines de vos décisions ont forcément été influencées par l'un des leviers détaillés dans cet ouvrage. Commençons. Le premier levier, c'est la réciprocité. Quand quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous avons une forte motivation à faire quelque chose pour lui en retour. Il s'agit d'un mécanisme profondément ancré en nous, car si nous avons pu développer des sociétés complexes, c'est grâce à la collaboration, et la collaboration, c'est donner aujourd'hui ce dont on n'a pas absolument besoin pour obtenir plus tard ce dont on aura besoin. Ce mécanisme a été étudié à travers l'espace et le temps, par exemple par un anthropologue comme Marcel Mauss dans son essai sur le don. Et plus récemment, c'est la psychologie expérimentale qui s'est intéressée à cette affaire. Notamment, le professeur Regan de l'université de Cornell a publié en 1971 un article où il décrit une expérience qu'il a menée sur quelques 80 sujets. Les étudiants étaient invités à participer à une expérience en duo. L'un des participants était le complice des expérimentateurs. À un moment donné, le complice s'en va et dans un cas, il revient les mains vides et dans l'autre cas, il revient avec un coca qu'il tend à l'autre en lui disant « J'ai pris un coca pour moi et j'ai pensé que tu en voudrais aussi un ». À la fin de l'expérience, le complice dit aux participants qu'il doit vendre des tickets de tombola et qu'il aura un prix s'il en vend suffisamment. Les participants auxquels il avait ramené un coca lui ont systématiquement acheté plus de tickets que les autres. Vous l'imaginez, ce principe a été exploité encore et encore dans le domaine de la vente. L'échantillon gratuit, le petit cadeau qu'on vous met dans la main, les petits morceaux de fromage du supermarché, les PDF gratuits à télécharger, tout ça, ça marche. Et dans son ouvrage, Robert Cialdini présente une manière plus subtile d'activer ce mécanisme de la réciprocité, la technique de la concession réciproque. Il s'agit donc de commencer la négociation en demandant une faveur importante pour ensuite faire accepter une faveur moins importante. Mécaniquement, nous allons percevoir le fait que l'autre ait abaissé ses exigences comme un don de sa part et ça va nous pousser à faire à notre tour une concession. Cialdini a testé ce mécanisme sur son campus en essayant de recruter des étudiants pour une journée de bénévolat auprès de délinquants juvéniles. 83% des étudiants abordés avaient refusé de consacrer une demi-journée à s'occuper de jeunes délinquants. Mais ce taux de refus descendait à 50% quand ils utilisaient la séquence suivante. Est-ce que vous accepteriez de faire 2 heures de bénévolat par semaine pendant 2 ans? Non. Mais est-ce que vous accepteriez au moins de le faire une fois? On passe donc de 17% à 50% d'acceptation simplement en activant par la parole ce mécanisme de concession réciproque. Nous avons donc en nous un mécanisme largement inconscient qui nous pousse à la réciprocité. Savoir l'activer, c'est une manière de persuader. Passons maintenant au second levier. Le principe général derrière le second levier de la persuasion, c'est qu'une fois que nous avons pris une position, adopté un comportement, c'est beaucoup plus facile de persister dans cette voie que de revenir sur nos pas. C'est autant vrai pour des raisons psychologiques, nous avons de l'inertie, mais aussi pour des raisons sociales. Revenir sur sa parole est mal perçu. Une fois que l'on connaît ce principe, on peut l'utiliser pour persuader les gens et peut-être aussi pour les manipuler. Et là, on va pour la première fois dans cet iceberg toucher à quelque chose d'un peu plus sombre. C'est encore soft par rapport à ce qu'on va voir un peu plus en profondeur, mais quand même. Dans une étude sur le programme chinois d'endoctrinement des prisonniers de guerre, Edgar Schein avait reconstitué les techniques par lesquelles les interrogateurs chinois poussèrent leurs prisonniers américains capturés pendant la guerre de Corée à collaborer. Lors de leurs interrogatoires, ils commençaient par leur demander d'énoncer des phrases d'apparence anodine, du type « tout n'est pas parfait aux États-Unis ». Mais ce genre d'énoncé était la porte ouverte pour aller beaucoup plus loin. Vous dites donc que tout n'est pas parfait aux États-Unis, c'est bien votre opinion? C'est intéressant. Pouvez-vous détailler ce qui n'est pas parfait aux États-Unis? Très bien, je vais maintenant vous demander de développer un peu tout ça. C'est bien votre opinion après tout. Et comme ça, progressivement, le prisonnier américain se retrouvait à écrire un véritable essai anti-américain, puis, toujours par souci de cohérence, il était amené à lire publiquement cet essai, et cet essai se retrouvait finalement diffusé dans les émissions de propagande chinoise, et les interrogateurs pouvaient alors aller encore plus loin. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez publiquement renié votre pays.
Ils vont vous considérer comme un traître maintenant, et pourtant vous n'avez fait que dire ce que vous pensiez. C'est courageux de dire la vérité, et nous aimons le courage et la vérité. Nous pourrions peut-être travailler ensemble. Tout ça partait d'une phrase anodine. Tout n'est pas parfait aux États-Unis, mais rien n'est anodin quand on est face à quelqu'un qui connaît les secrets de votre psychologie. À ce propos, passons au troisième levier. What time is it? Ça vous plaît? Vous passez un bon moment? Personne n'aime les rires enregistrés, et pourtant ça marche. Ça a été par exemple testé dans l'expérience rapportée par le professeur Fuller en 1974. Les gens trouvent les mauvaises blagues plus drôles quand il y a des rires enregistrés. Encore une fois, cela vient de l'exploitation de mécanismes psychologiques profonds. Nous calquons spontanément nos comportements sur ceux des autres. S'ils rient, c'est que c'est drôle. S'ils ont peur, c'est que ça fait peur. S'ils sont sereins, c'est que tout va bien. Il ne faut pas avoir peur. Et là, c'est pareil. Une fois que vous savez ça, vous pouvez déclencher les comportements que vous voulez en mettant les gens dans les bons contextes. Mais ce sont des choses bien connues. On peut pousser les gens à faire à peu près n'importe quoi tant que le comportement est adopté par le groupe dans lequel ils sont plongés. On va donc passer directement au quatrième levier de la persuasion, l'amabilité. Quatrième levier, l'amabilité. Oui, ça n'a l'air de rien, mais nous sommes bien plus disposés à répondre aux requêtes de ceux qui nous reviennent, de ceux qu'on aime bien. Mais évidemment, ce qui nous intéresse au-delà de ce principe trivial, c'est qu'il peut être activé par des voies surprenantes qui échappent à notre conscience. Je vous donne quelques exemples de ça pour que vous voyez la diversité des manières dont l'amabilité peut être exploitée. Ainsi, une étude menée lors des élections fédérales canadiennes a montré que les candidats beaux recevaient 2 fois plus de votes que les candidats moins beaux. Oui, et si vous vous demandez ce que ça veut dire beau, ça veut dire ce que la majorité trouve beau et ça repose sur des critères de proportion et de symétrie des visages. Évidemment, dans cette étude, les votants affirmaient que l'apparence n'avait eu aucun impact sur leur choix. Dans la même veine, les accusés beaux ont 2 fois plus de chances d'éviter la prison que les moins beaux, selon une étude menée en Pennsylvanie. Et là encore, le jury était persuadé de se baser sur le fond de l'affaire, mais un effet de halo nous pousse à prendre les gens beaux pour des jambons. Nous allons également aimer ceux qui nous donnent l'impression de se battre pour nos intérêts, comme par exemple le vendeur qui va courageusement essayer de vous négocier une ristourne auprès de son patron. Et bien sûr, nous allons également aimer ceux qui nous ressemblent. Et c'est pour ça que le vendeur va se trouver plein de points communs avec vous. Mais juste pour vous donner une idée des endroits étranges où cette ressemblance peut se nicher, je voudrais vous raconter la drôle d'expérience d'un psychologue social américain. Il a envoyé par email un questionnaire à compléter à de parfaits inconnus. Dans la moitié des cas, il a modifié le nom de l'expéditeur de sorte à ce qu'il ressemble au nom du récepteur. Par exemple, Cynthia Johnson allait recevoir un email de Cindy Johansson. Et ceux qui ont reçu l'étude de la part d'un expéditeur au nom familier ont été beaucoup plus nombreux à renvoyer l'enquête. Et encore et toujours, lorsqu'on demande aux internautes qui ont renvoyé le formulaire ce qui les a motivés à agir, aucun d'entre eux n'a mentionné le nom de l'expéditeur. Nous n'avons pas conscience de ce qui nous persuade. C'est d'ailleurs pour cette raison que tant de gens n'apprennent pas à persuader. Spontanément, quand nous essayons de persuader, nous nous appuyons sur ce que nous pensons être persuasif, alors que les mécanismes de la persuasion sont souvent contre-intuitifs. Cinquième levier, l'autorité. Là, bien sûr, je pourrais vous parler de l'expérience de Milgram. Une personne d'autorité peut vous faire des choses à l'encontre de vos valeurs, de la morale, de la raison, comme par exemple administrer un choc électrique mortel à un inconnu. Mais il s'agit d'une expérience et personne n'a été blessé. Voilà donc une histoire qui illustre la force de l'autorité dans la vraie vie. Brian Wilson était un ancien du Vietnam qui avait développé des convictions pacifistes après la guerre. Pour protester contre l'envoi d'armes au Nicaragua, il avait décidé de bloquer le train militaire chargé
chargé d'armes en s'attachant au rail. Il avait pris soin de prévenir le commandement 3 jours avant son acte, et il s'était attaché là où les conducteurs du train auraient suffisamment de visibilité pour avoir largement le temps de stopper le train. Mais le train n'avait pas franchement l'air de ralentir, il se rapprochait même dangereusement. Brian Wilson n'eut pas le temps de se dégager complètement, et crac, il eut les jambes sectionnées. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que les conducteurs du train ne lui ont pas prêté secours. C'est sa femme qui l'a traîné jusqu'à l'hôpital. Mais en fait, cette histoire n'est pas folle. Les militaires avaient eu des ordres de leurs supérieurs. Et là, je vous ai raconté une anecdote, mais derrière les pires atrocités de l'histoire, vous trouvez très souvent le levier de l'autorité. Et je ne vous apprends rien en vous disant que l'autorité est un très bon levier de vente. Que suggérez-vous? Utilisez le nouveau dentifrice Oral-B Répare gencives et émail. Sa technologie Active Repair aide à revitaliser les gencives et réparer l'émail. Après, bien sûr, le côté positif, c'est que vous avez tout intérêt à développer une véritable autorité dans un domaine. Développer une expertise, ça rapporte. Mais le côté ingrat de l'histoire, c'est que ça rapporte aussi quand cette autorité est usurpée. Nous en venons au dernier levier, qui est peut-être le plus puissant, la rareté. Vous avez sans doute entendu que tout ce qui est rare est cher, et vous avez également vu que les humains sont prêts à faire des folies pour obtenir ce dont ils ont peur de manquer. Et évidemment, le sentiment de rareté peut être manipulé. Il suffit de dire à des gens qu'une image de singe est rare pour qu'ils soient prêts à payer des fortunes pour se l'acheter. Il n'y en aura pas pour tout le monde, les places sont limitées, vous connaissez la musique, et vous la connaissez parce que vous l'avez souvent entendue, et vous l'avez souvent entendue parce que ça marche. Et ça marche au fond pour une belle raison, parce que nous sommes épris de liberté. Et si nous avons le sentiment qu'une option, qu'une opportunité, qu'une issue est sur le point de se refermer, nous allons tout faire pour l'emprunter. De toute façon, gardez à l'esprit que les leviers que je viens de vous présenter peuvent être utilisés pour le meilleur et pour le pire. Encore une fois, si vous renoncez à les utiliser, vous n'aurez aucune influence. Si vous les utilisez en manipulateur, votre influence sera de courte durée. Mais au fait, comment influencer sans manipuler ? Voici des balises que je trouve utiles pour vous aider à distinguer l'influence de la manipulation. Il s'agit de 3 critères. D'abord, la symétrie. Quand vous êtes dans la bonne influence, dans l'influence non manipulatrice, vos intérêts et vos valeurs sont alignés avec ceux des autres. Par exemple, le professeur qui trouve des techniques de persuasion pour motiver ses élèves à travailler est dans la bonne influence. Il a intérêt à ce que ses élèves travaillent bien, à ce qu'ils suivent, parce que c'est comme ça qu'il fera du bon travail, qu'il aura l'impression d'être utile et qu'il passera un bon moment, et ses élèves de leur côté ont intérêt à progresser. En revanche, vous êtes dans la manipulation si vous mettez les autres dans une situation qui vous rapporte et qui leur coûte, si vous avez un agenda caché. Deuxième critère, la bienveillance. Vous êtes dans la bonne influence si vous savez que les comportements que vous cherchez à déclencher chez le public sont dans leur intérêt. Au contraire, vous êtes dans la manipulation si vous ne vous souciez pas du bien-être du public. Typiquement, les vendeurs de cigarettes et plus généralement les industriels qui poussent des produits nocifs savent que c'est nocif. Et ils les poussent quand même parce que leur intérêt passe avant le bien-être du public. Le troisième critère, c'est ce qu'on appellerait en anglais la due diligence, la vérification nécessaire, parce que c'est bien gentil de se dire « je suis absolument persuadé que ce que je propose est bon pour mon public », mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez fait l'effort d'aller un peu au-delà de votre conviction pour la confronter aux faits? Je précise que ce que je viens de vous dire, c'est le fruit de ma pratique et de ma réflexion. On peut toujours discuter, mais je pense que ce sont de bons critères. Vous pourrez les garder à l'esprit si vous utilisez les 6 leviers de la persuasion dont nous venons de parler. Bien, nous arrivons ainsi à la fin de la seconde couche de notre iceberg. Nous avons bien avancé, mais le voyage est encore long, et il ne sera pas sans danger.